Notre second débat, vous le savez, on explore régulièrement dans cette partie de l'émission les grandes mutations de notre société. C'est le cas ce soir avec ce que la pandémie change dans le monde du travail. Le télétravail, évidemment, est entré dans notre culture professionnelle, mais ce n'est pas la seule mutation. Samia Dechir, certains parlent ou rêvent de la grande démission. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ? Pas sûr qu'ils partent tous avec autant de panache que dans cette publicité culte de la Française des Jeux, mais les Français sont de plus en plus nombreux à quitter leur travail. En juillet 2021, plus de 150 000 d'entre eux ont démissionné d'un poste en CDI. C'est presque 20% de plus que 2 ans auparavant. La progression est moins impressionnante, mais tout de même significative pour les ruptures conventionnelles, qui ont progressé de plus de 6% sur la même période. Un phénomène qui ne touche pas que des cadres en quête de sens. Il y a des personnes qui ne veulent plus avoir des journées entrecoupées de très longues pauses non rémunérées, être mal payées, faire des boulots fatigants, épuisants, peu reconnus. Je pense à la restauration, je pense à la propreté, je pense au métier d'aide-soignant dans les EHPAD. C'est un peu le MeToo du monde du travail qui est en train de se vivre à l'échelle de la planète et qui s'actualise en France. C'est qu'un certain nombre de choses qu'on pensait être des états de fait, des fatalités, aujourd'hui ne sont plus acceptées. Et c'est une prise de conscience collective. Et c'est ça qui en fait un levier très puissant. La France marcherait-elle dans les pas des États-Unis, où plus de 38 millions d'Américains ont quitté leur poste l'an dernier ? Les économistes restent prudents dans la comparaison. Et ça n'a pas le côté spectaculaire que cela peut avoir aux États-Unis. Et pour l'instant, il est difficile de faire un parallèle entre les deux. Et une des raisons, à mon sens, qui limite cette capacité, c'est que le marché du travail n'est pas du tout le même aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, on retrouve un emploi très rapidement quand on démissionne. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Autre nuance à prendre en compte, en 2020, les embauches comme les démissions ont été gelées dans une économie paralysée par le Covid. La vague de départ de 2021 pourrait aussi s'expliquer par un simple effet de rattrapage. Le travail post-pandémie, voilà le thème de notre débat. Je vous présente nos invités. Laurence Breton-Cueny, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des DRH, directeur et directrice des ressources humaines. Cécile Cukierman, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice de la Loire, porte-parole du Parti communiste, auteur d'un rapport sénatorial sur le télétravail. Co-auteur. Ah oui, il ne faut pas oublier les autres. Aurélie Jantet, bonsoir. Maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes chercheur au laboratoire CNRS Crespa et vous publiez Les émotions au travail aux éditions du CNRS. Justement, Mathieu Croissando, toujours à mes côtés. Alors dans ce débat, il y a beaucoup de thèmes passionnants à aborder. Les démissions, on y viendra, la quête de sens, les secteurs qui n'arrivent plus à embaucher. Je voudrais commencer par le télétravail. Évidemment, c'est pas la panacée universelle, ça convient ni à tous les secteurs, ni à tous les salariés. Mais est-ce que vous diriez quand même, Laurence Breton-Cueny, qu'il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte, une nouvelle forme d'organisation qui est en train de s'imposer, ou en tout cas qui est là pour longtemps ? Et oui, tout change. En fait, on a une accélération des temps. Ça avait commencé bien avant le Covid, mais quand on regarde le peu d'accords que nous avions signés, on se rend compte qu'une fois qu'on a goûté, en tout cas, au télétravail, même si, on le rappelle, c'est en mode dégradé, on le rappelle au début, avec les enfants à la maison, etc. Mais néanmoins, cette nouvelle forme d'organisation du travail plaît. Alors, on répète toujours que tout doit être bien cadré et surtout, ça demande l'accord des deux parties. Et tous les métiers ne sont pas télétravaillables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en mode dégradé, on est contraint, en fait, de mettre énormément de personnes en télétravail. Mais je rappelle, au-delà du métier, il y a après les aptitudes et compétences personnelles qui font qu'on peut rester en télétravail. Aujourd'hui, en fait, on est beaucoup plus tolérant sur cette partie. Ça a été un accélérateur, en fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le dit, on parle du modèle hybride. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque dans les recrutements, c'est vraiment une demande à l'embauche. Toujours, combien de jours avez-vous de télétravail ? Donc vraiment, c'est la nouveauté et c'est une évolution qu'on doit prendre en considération. Aurélie Jantet, c'est vrai qu'on voit des jeunes diplômés ou des gens qui essayent de changer de secteur qui posent cette question. Combien de jours de télétravail pour ceux qui sont en situation de pouvoir choisir, avant de choisir l'entreprise dans laquelle ils vont aller ? Oui, alors le télétravail est vraiment quand même une transformation majeure de notre rapport au travail, puisqu'on est vraiment passé d'une séparation très nette entre les temps
et les espaces de travail et de hors-travail à quelque chose de plus poreux, avec plus de circulation, pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, ça peut poser des difficultés, mais c'est vrai que ça correspond à une aspiration de pas mal de personnes. Voilà, des jeunes, effectivement, en particulier, mais pas seulement. C'est vrai qu'on y trouve notre compte pour une grande part des personnes. Après, il faudra aussi faire les comptes, justement, de quels sont les apports du télétravail, mais aussi qu'est-ce qu'on perd. Oui, effectivement, il y a 8 actifs sur 10 concernés par le télétravail qui souhaitent conserver la possibilité de télétravailler après la crise. Étude du mois de juin dernier, étude ELAB de juin 2021. Cécile Cukierman, effectivement, il faut quand même... on va faire un peu le pour et le contre, mais ça n'a pas que des avantages, le télétravail. Il ne faut pas être dans une vision totalement paradisiaque ou idyllique, quoi. Tout d'abord, je crois que ça a été dit, tout le monde ne pourra pas télétravailler. Bien sûr. Il y a l'intérêt qui peut être parfois personnel, et moi, je demeure attentive aussi à l'intérêt collectif. Je demeure convaincue que le travail a un rôle de sociabilisation des individus, quel que soit d'ailleurs le travail que l'on fait. Il peut nous plaire, il peut nous déplaire, il peut être contraignant, il peut être épanouissant, mais il a ce rôle de sociabilisation parce que l'on rencontre l'autre. Donc, bien évidemment, il y a un intérêt dans des situations souvent dégradées, ça a été dit, parfois subies de la veille au lendemain, on s'est retrouvé en télétravail, on a pu y prendre bien évidemment des intérêts, on y trouve parfois même un intérêt, on n'a pas besoin de se lever aussi tôt le matin pour se déplacer, on gagne du temps. Mais souvent, ce qu'on gagne en temps de transport, on le perd en temps de repos. C'est-à-dire que les journées de travail sont un peu plus longues. On le perd aussi dans la convivialité, parfois, quand on a de rencontrer l'autre. Et puis, on va avoir, je crois, aussi une vraie question de société, c'est que c'est toute la question de l'effort et du rapport au travail. Et effectivement, il y a besoin de repenser. De toute façon, cette mutation du monde du travail, elle existe aujourd'hui. Mais en faisant attention, je crois, de ne pas réisoler chacun. Et surtout, et c'est ce que nous pointions dans le rapport, un des risques, c'est une nouvelle division du travail demain qui va alors... elle aussi, bouleverser les repères de classe, vous me permettrez cette expression précédente, mais en tout cas entre ceux qui pourront télétravailler, qui pourraient être vécus d'ailleurs comme des privilégiés, parce que justement, ils n'auront pas un certain nombre de contraintes, quand d'autres subiront un télétravail et se sentiront pas si privilégiés que ça. Et voilà, je crois que ça, en tout cas, à tout ceci qu'il faut être attentif, mais nous disons aussi qu'il y a des intérêts en termes d'aménagement du territoire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à repenser et en tout cas, je crois, à accompagner. Oui, on va y revenir et je veux bien que Quentin Calmem nous rejoigne parce que justement, on va faire un focus sur ce rapport. Rebonsoir Quentin. Donc le Sénat qui a tenté... Alors c'est intéressant de s'accaparer ce phénomène, mais aussi de se projeter dans le futur. Oui, c'est la délégation à la prospective. C'est une entité qui existe d'ailleurs qu'au Sénat, qui n'existe pas à l'Assemblée nationale, qui a essayé de faire ça et qui prend un thème et essaie de se projeter dans le futur. Et on a vu déjà des chiffres intéressants, effectivement, Thomas, dans ce rapport sénatorial que je voulais vous montrer. Déjà, ce chiffre avant la crise sanitaire, le télétravail qui ne concerne que 7% des actifs en France et les sénateurs qui notent qu'un an plus tard, ça concerne 25%, un quart des salariés français qui étaient en télétravail complet. Alors certes, il y a la crise sanitaire qui a joué, mais on voit là une évolution majeure sur laquelle on ne reviendra pas selon les experts auditionnés par votre délégation, Madame Cukierman, car le télétravail est rentré donc dans le quotidien de nombreux salariés. Et en dehors de la période Covid, les sénateurs parlent d'un télétravail qui pourrait concerner jusqu'à 50% des actifs. C'est sans doute là le seuil maximal des emplois télétravaillables et cela pourrait être à un horizon de 2050. On voit loin les sénateurs qui ont parlé de nouvelles opportunités et de nouvelles contraintes. Voilà, c'est ça, c'est tout le débat que vous êtes déjà en train de commencer à avoir sur le plateau entre avantages et inconvénients. Regardez, au-delà du chiffre de 50%, on retient d'autres conclusions dans le rapport sénatorial, notamment le fait que s'il est bien organisé, il peut être générateur de gains de productivité, notamment lorsque le salarié est volontaire, vous l'avez déjà dit en plateau, ça peut mettre jusqu'à 30% de gains de productivité. Il n'y a pas forcément de risque de délocalisation de l'emploi, disent les sénateurs, mais plutôt un risque que les actifs aillent travailler ailleurs en télétravail, mais on va y revenir. Ensuite, le télétravail peut permettre de nouvelles opportunités, comme par exemple pour les personnes handicapées. Il génère aussi de nouveaux risques, comme la sédentarité ou encore ce flou entre votre vie perso et votre vie pro. Et enfin, le télétravail peut permettre d'accélérer l'exode urbain. Vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, Madame Cukierman. Écoutez à ce propos la sénatrice Céline Boulay-Espéronnier, qui est donc l'une des co-rapporteurs avec vous. Avant, si l'un des conjoints devait partir à l'étranger ou dans une ville moyenne
dans une autre ville que Paris, par exemple. L'autre devait trouver un travail sur place ou n'avait pas forcément de travail, pouvait se retrouver au chômage. Maintenant, grâce au télétravail, toute la famille peut déménager dans un logement qui est donc un peu moins cher et s'y retrouver du point de vue économique. Donc ça, c'est quand même une avancée formidable. Et le Sénat a émis des recommandations. Voilà, ça va souvent avec les rapports, les recommandations, effectivement. Et donc, il propose, par exemple, de créer un observatoire du télétravail pour promouvoir notamment les bonnes pratiques. Ça peut être intéressant aussi pour les DRH. Ils appellent à être vigilants sur l'attractivité du pays, notamment fiscale, pour éviter que les salariés n'aillent travailler dans les territoires plus attractifs, au Luxembourg ou en Belgique, par exemple. Le rapport milite également en faveur d'investissements comme des tiers-lieux, ces espaces de télétravail partagés avec de la fibre dans les territoires ou encore des services publics pour encourager les télétravailleurs à s'installer dans tel ou tel territoire. Et enfin, le rapport appelle à transformer les modes de management pour effectivement s'adapter à la distance. Merci beaucoup, merci Quentin pour ces explications, ces détails. Je reviens, Cécile Cukierman, sur l'idée d'attractivité. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. La concurrence entre pays, on peut même dire concurrence entre régions parfois. On l'a vu et on le pointe alors sur quelques cas aujourd'hui. Oui, effectivement, on pourrait avoir des entreprises qui s'expatrient complètement et font du télétravail depuis l'étranger. Ça, c'est un risque. On pourrait également avoir effectivement cette concurrence entre des territoires au sein de notre pays, parce que on l'a vu, y compris dans les premiers, ce qu'on a qualifié des exodes urbains post-Covid, tout le monde ne s'exode pas partout. Et on conserve quand même l'armature de la ville moyenne, à proximité souvent d'une gare de TGV. Donc ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga pour tous les territoires ruraux. Et ce que nous proposons, bien évidemment, c'est d'être attentifs à cela pour éviter la compétitivité et la concurrence entre les territoires. Je crois qu'au contraire, tout le monde doit pouvoir bénéficier de ces nouvelles installations. Et ce que l'on constate, et moi je le constate bien évidemment dans mon département de la Loire, mais tous nous le constatons, mon collègue également qui était co-rapporteur sénateur du Cantal, c'est ce besoin quand même qui s'exprime des tiers-lieux, des espaces de coworking, chacun les appellera comme il veut, en la matière, qui peuvent aussi permettre justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'éviter le travail à la maison, le travail tout seul, et finalement de garder un temps où je sors de chez moi, je vais travailler, et j'ai un lieu de travail et j'ai un lieu de vie. Et mon lieu de vie reste mon lieu de ma famille, mon lieu personnel, mon lieu avec mes amis. Ça, après, c'est vrai que c'est il appartient à chacun de faire sa vie. Le mélange des deux n'est pas si simple psychologiquement, surtout quand on est dans un lieu de vie qui n'est pas forcément très très grand en superficie. Je voudrais rester sur cette notion d'attractivité, Laurence Breton-Cueilly. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où cette concurrence finalement liée au télétravail, elle est déjà à l'œuvre? Oui, dans le monde de l'IT, depuis un moment déjà, c'est un monde sous tension. C'est quoi l'IT? C'est quoi, toutes les nouvelles technologies? Ça va être, toutes les SS2I, qui travaillent... SS2I, Société de services informatiques. L'informatique, les services dans le marketing digital, dans le numérique. En fait, tous les métiers où on a déjà une tension forte. Et donc, effectivement, c'est au plus offrant ce qu'on n'offre pas en rémunération, on l'offre en compensation. Mais parfois, ce sont des métiers qui sont des métiers solitaires pour certains, donc ce qui n'est pas représentatif. Mais c'est vrai que nous, on prête attention au niveau de la NDRH parce que nous, on a fait des propositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2007, à l'époque, en fait, on ne remboursait pas 50% des forfaits d'abonnement des transports. C'est-à-dire que pour la personne, pour qu'elle ait 50%, il fallait que son conjoint et ses enfants ne puissent pas déménager, et sinon, on ne prenait pas en charge. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui avec le télétravail, dans les accords ou autres, c'est qu'effectivement, chacun peut habiter où il veut. La seule chose, c'est qu'il garde les salaires de la région parisienne et qu'il demande le remboursement de 50% des frais de transport. La seule chose, c'est que nous, c'est pas des modèles, je veux dire. Alors, en dehors de ça, après, il y a la fatigue, parce que c'est, la réunion 9h30, c'est pas possible. Donc, il faut quand même, effectivement, se projeter. Donc, déjà, on demande à ce que l'on puisse revenir dessus, puisque le choix de chacun, où il habite, en tout cas dans le périmètre France, c'est ce qu'on met souvent dans nos accords, chacun peut choisir, mais ce n'est pas à l'entreprise d'assumer financièrement les frais et son changement d'organisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on demande, c'est que le Code du travail évolue. Aujourd'hui, en tant qu'employeur, on est responsable. Donc, dans nos locaux, on vérifie que tout soit aux normes, etc. Demain,
on fait déjà dans beaucoup d'accords signer des décharges en disant je m'engage sur l'honneur, je suis conforme au niveau électrique, au niveau assurantiel, au niveau de l'environnement de travail, mais ça ne vaut rien juridiquement parlant. Je veux dire, voilà. Et donc on demande effectivement que ça puisse changer. On a un accident du travail chez soi. Eh ben oui. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pris en compte. Nous, on a eu une descente d'escalier entre le bureau et la cuisine. Ouais. Donc c'est un accident du travail. C'est un accident du travail. Ouais. Et après, on aura aussi, en nous disant, psychologiquement, vous m'avez laissé à la maison, il y avait ma famille, j'avais beaucoup de tensions. Enfin, si vous voulez, c'est le début. En tout cas, le Code du travail tel qu'il est construit n'est pas protecteur pour le nouveau monde. Donc, il faut qu'il évolue. Oui. Mais c'est intéressant parce que, Aurélie Jantet, il y a aussi les salariés qui travaillent pour des entreprises multinationales ou des grandes entreprises anglo-saxonnes qui ont été placés en télétravail et qui, pour certains ou certaines, sont en télétravail depuis 2 ans. Ils sont pratiquement pas revenus au bureau, ou alors ils y sont à peine revenus, qu'ils étaient repartis. Ou là, c'est quoi le réflexe ? C'est plutôt l'entreprise qui a peur d'être mise en cause par son salarié s'il attrape le Covid au bureau et qui se prémunit d'une éventuelle procédure ? Comment vous expliquez cette différence d'appréciation du télétravail entre des grandes entreprises de droit anglo-saxon ou des entreprises françaises ? Ça, je ne saurais pas forcément répondre sur cette question très précise. Mais c'est vrai que oui, on observe des comportements extrêmement différents selon les entreprises. Oui, mais ça veut dire qu'il va y avoir, ça existe déjà, mais des inégalités entre salariés français en fonction des groupes pour lesquels ou des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Ils ne seront pas soumis au même télétravail, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, enfin des inégalités dans la société française. Il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà énormément. Donc voilà. Donc effectivement, on sait bien, effectivement, la possibilité de télétravailler ou pas, mais comme vous disiez, il y a aussi du télétravail contraint. Bon, c'est pas. Je ne sais pas si c'est un plus ou pas. C'est vraiment du cas par cas. Il y a vraiment des choses à constater. Ça dépend de son activité, ça dépend de soi. Ça dépend si on est une femme aussi ou un homme. Il y a quand même aussi des inégalités très fortes. Si on en parle, parlons-en. Effectivement, ça ne se pose pas de la même façon pour une femme de travailler au domicile. Donc il y a effectivement un risque de plus de surcharge aussi, parce que conjuguer le travail domestique, le travail professionnel, etc. Voilà, donc on sait qu'effectivement, il y a souvent aussi on se met aussi soi-même plus de pression. Il y a parfois des supérieurs qui ont des injonctions, des prescriptions beaucoup plus fortes. Et donc il y a des situations de surcharge importantes. Donc voilà, effectivement, il y a des pratiques très très différentes. Mathieu ? Je pense qu'on peut faire le parallèle avec le temps partiel. Quand vous êtes en temps partiel choisi ou temps partiel subi, ça n'a absolument rien à voir. Et se dire, je prends le mercredi après-midi pour m'occuper de mes enfants, ou être une caissière dans un supermarché qui attend sur le parking pendant 3 heures de reprendre sa caisse et qui bosse 2 heures et qui réattend 3 heures parce qu'elle est en temps partiel, c'est pas du tout la même histoire. Et si on ne réglemente pas, si on ne repense pas, c'est pas juste une affaire de réglementation, si on ne change pas de culture sur notre rapport au travail, on aura les mêmes dérives, en tout cas la même dichotomie dans le salariat que sur le temps partiel. Je voudrais qu'on parle maintenant de la grande démission. Alors c'était le titre de nos confrères du magazine Le Point il y a quelques jours, il y a quelques semaines. On va voir la une du Point, je pense qu'on l'a retrouvé. Voilà la une du Point, le spectre de la grande démission. Ça part d'abord d'un phénomène américain. On a entendu dans le sujet de Samia Dechir tout à l'heure 38 millions de démissions sur l'année 2021, 4,5 millions sur le seul mois de novembre 2021. C'est le ministère américain du Travail qui donne ces chiffres. Est-ce que, Laurence Breton-Cueny, la France est confrontée à une vaguelette, on va dire, de démissions ou même pas ? Je dirais même pas. Je dirais qu'on a un mode qui est très différent. Parce que la grande démission, une personne qui demande une rupture conventionnelle, si vous voulez, pour moi, ça ne s'appelle pas une grande démission, ça s'appelle comment je veux profiter pendant un temps de Pôle emploi. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu le problème. Oui, mais c'est quand même le même signe d'un éloignement du travail ou de ce qu'était son mode de travail. On peut quand même l'analyser comme ça. Je pense que nous, ce qu'on pense, c'est que beaucoup de personnes sont perdues. C'est-à-dire qu'elles ont mal vécu cette période Covid. On n'a pas tous, on en parlait tout à l'heure, on ne vit pas tous dans le même environnement. Et c'est vrai que ceux qui avaient une famille, pas trop, un espace assez grand, ont vécu cette période de façon beaucoup plus positive que des personnes, effectivement, qui étaient isolées. Après, on a eu le cas aussi des métiers durs. On parlait effectivement de la restauration et d'autres métiers où les personnes se sont rendues compte qu'il y avait une autre vie, c'est-à-dire la vie de famille, etc. Donc ça a bousculé leurs valeurs.
Moi, le problème que j'ai, c'est pas quand la personne est un expert en IT, s'il démissionne demain, il change la vie après-demain, c'est bon. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les personnes qui sont dans des métiers pour lesquels, si elles s'arrêtent de travailler demain, eh bien après-demain, je ne sais pas si elles pourront recommencer à trouver un emploi. Vous voyez ? Et donc, il faut qu'on prête attention. C'est pour ça qu'on refuse beaucoup de ruptures conventionnelles les uns et les autres, sauf s'il y a évidemment des projets, parce qu'en plus, c'est ni à nous, en tant qu'entreprise, ni finalement à l'ensemble des personnes de soutenir des non-projets qui sont plutôt un malaise, une envie de changer. Mais est-ce que ces demandes de rupture conventionnelle sont en augmentation Oui. Oui, ça c'est... Oui, parce que le système est... Vous voyez, Bon, si vous voulez, certains ont peut-être trop travaillé, mais d'autres n'ont pas assez travaillé. Et donc, quand on travaille moins, on a moins cette impétence, cette valeur du travail. Et nous, on l'a vu. Moi, je suis contre le full télétravail, contre le travail à 100%. Le télétravail à 100%. Ah, c'est horrible. Moi, j'ai vu des cas où le lien se distend avec l'entreprise, qui au bout d'un moment, vous n'avez pas envie de revenir travailler. Vous vous dites à quoi ça sert. Et là, en fait, ce qu'on a remarqué dans cette crise, c'est cette individualité qui est sortie. Moi, je travaille bien. Mais c'est faux. Parce que quand vous parliez de la productivité, moi, je ne suis pas d'accord. La productivité en télétravail, elle augmente. Et après, elle diminue. Parce que de nos contacts sociaux dont on parlait, en fait, on a ce qu'on appelle la sérendipité. On se parle et une chose que vous dites, oui, ça rebondit dans le hasard heureux. Quoi. Voilà, tout à fait. Et quand vous êtes seul, en fait, au départ, c'est vrai que vous avez une productivité parce que vous êtes en fait sur des bases que vous connaissez. Et après, ça diminue parce que l'isolement n'est pas bon. Et puis nous, on a aussi remarqué beaucoup d'addictions. Au niveau de la NDRH, on a beaucoup travaillé. L'addiction, c'est pas que l'alcool, c'est les médicaments, c'est l'hyperconnexion, etc. Et tous ceux qui avaient des troubles de santé mentale avant de partir, eh bien, la situation s'est dégradée. Donc, en fait, c'est ce que j'aime bien quand vous dites le télétravail, en fait, c'est pas la panacée, ça doit être utilisé avec méthode et ça convient pas à tout le monde. Oui, mais au-delà du télétravail, là, on est vraiment sur un éloignement du travail ou même de la valeur travail dont vous parliez tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous l'analysez, Aurélie Jantet, mais ce mouvement aux États-Unis, évidemment, on n'a pas du tout le même système social, etc. Mais si vous nous dites les demandes de rupture conventionnelle sont en augmentation, c'est pas neutre, quoi. Il y a peut-être chez certains une volonté de s'éloigner de ce qui faisait l'essentiel de leur temps, le travail, l'entreprise. Oui, mais là, je pense qu'on peut penser au livre de Graeber, les bullshit jobs, c'est-à-dire effectivement, enfin, je veux dire, c'est en acte, en fait, une critique du monde du travail tel qu'il est organisé aujourd'hui. Pour beaucoup de personnes, par exemple, télétravailler, c'est un protecteur, parce que le travail, aujourd'hui, il est pathogène. La façon dont il est organisé dans beaucoup d'entreprises, ça fait souffrir. Voilà, donc après, évidemment, c'est pas une réponse... de télétravailler ou d'être... Ou de démissionner pour devenir indépendant, c'est un peu la même démarche. Mais oui, on peut être dans une protection, dans un retrait, dans un éloignement. Et effectivement, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe un petit peu en France aussi, effectivement, les serveurs qui veulent plus retourner bosser, ils se disent, mais à quoi bon ? En fait, je perds ma vie à la gagner. Enfin, tous ces slogans et qui étaient déjà une critique du travail élaborée dans les années 70, revient. Et effectivement, il faut repenser un petit peu notre travail. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que c'est dans des conditions qui nous permettent effectivement d'être en lien, cette dimension de socialisation, par exemple ? Je suis désolée, mais aujourd'hui, on est dans des rapports très individualistes, de mise en concurrence des personnes entre elles, etc. Donc, ça n'a pas forcément cette fonction. Donc, voilà. Donc, il faut s'interroger et peut-être, effectivement, en profiter pour... réformer, restructurer, repenser les organisations du travail. Oui. Je vous donne la parole. Un autre chiffre pour alimenter le débat. Source baromètre de la formation et de l'emploi 2021. 49% des travailleurs, on parle des Français, qui envisagent de changer d'emploi à court ou moyen terme. Un travailleur sur deux. Je pose un peu la même question sur l'éloignement de l'emploi et vous pourrez répondre après, finalement, la pierre dans le jardin des entreprises sur ce qu'était l'organisation du travail et ce qu'elles peuvent améliorer pour certaines, on ne va pas être dans l'amalgame, mais pour certains secteurs ou pour certaines entreprises. Moi, je pense, et je vais le dire très tranquillement, comparaison n'est pas toujours raison et le système américain n'est pas le nôtre. Et même si on peut mais là, c'est le système français que je questionne. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, les conditions de travail aux États-Unis ne sont pas les mêmes mais là, que chez nous. C'est un Français sur deux, un travailleur français sur deux. En termes de démission, factuellement, de gens qui ont démissionné. Ensuite, je pense que nous avons vécu une crise sanitaire, nous ne parlons que de la question sanitaire,
Mais cette crise, elle nous a profondément marqué dans nos façons de vivre et d'être. Il faut quand même s'imaginer que pendant 2 mois, la plupart des Français se sont retrouvés chez eux à s'interroger sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'ils faisaient et sur ce qu'ils allaient faire. Pardon, je repose la question. Est-ce que ça doit pousser les entreprises, parce que je voudrais entendre Laurence Breton-Cuny après, à changer de modèle d'organisation du travail. Parce qu'un des grands métiers aujourd'hui, c'est l'hôtellerie-restauration. Oui. Voilà. Eux, ça n'a pas été 2 mois, ça a duré, parce qu'on a eu les couvre-feux ensuite, souvenons-nous des 2 années. Et oui, on a des gens... Alors, ils ne répondent pas à leurs questions de demain, ce qu'ils vont faire, parce que tout le monde ne sera pas auto-entrepreneur, tout le monde ne sera pas indépendant, tout le monde ne sera pas aromathérapeute ou plein d'autres professions dont certainement nous avons besoin. Tout le monde ne fera pas ça demain. Mais pour autant, nous avons effectivement de plus en plus de Français qui se sont réinterrogés sur ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ne voulaient plus faire, et sur ce qu'ils imaginaient, parce que j'en reviens à ce que je disais initialement, sur ce qu'ils imaginent de ce que pourrait être un autre métier que le leur par rapport à l'image qu'ils en ont. Que donc, dans d'autres métiers, ce serait bien, parce que je pourrais, effectivement, d'où la question quand je cherche un job aujourd'hui, je pourrais faire 1 ou 2 jours de télétravail, sans m'interroger sur derrière les conséquences que ça peut avoir sur mon travail. Donc oui, on a effectivement, comme dans toute période de tension, et la crise sanitaire est une période de tension forcément, des gens qui se réinterrogent eux-mêmes sur à quoi sert ce que je fais. Moi, j'ai discuté, y compris avec des cadres. La période du télétravail, par exemple. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise dans mon département où c'est les cadres qui ont été en difficulté, parce que dans une entreprise industrielle, les ouvriers, eux, ont continué de venir. Les cadres, qui étaient si importants avant, eux étaient restés chez eux, continuaient de travailler, on télétravaille. Mais finalement, socialement, ils n'avaient plus le même socialement, je suis le premier qui arrive, le dernier qui part, là, de chez moi, et les gars, ils ont continué je dis, comme ça se dit, excusez-moi, et les gars, ils ont continué de faire tourner la boîte. En ayant l'impression qu'ils n'avaient plus besoin des cadres. Donc, tout ça... J'ai bien dit l'impression. Et l'impression, bien évidemment, mais tout ça bouleverse, je crois, chacun dans son rapport au travail, sa place dans l'entreprise, et donc cette envie soudaine de partir pour faire autre chose. Mais effectivement, là où je vous rejoins, attention, parce que entre l'envie de faire autre chose et la capacité de faire autre chose sur le long terme, il y a parfois quelques... Voilà. Il y a l'envie des salariés, pardon, mais il y a aussi la responsabilité des entreprises. Et cette grande démission, elle est quand même portée par 2 phénomènes. Le premier, c'est la quête de sens que vous décrivez, l'adhésion à un projet collectif. Et là, de la part des entreprises, ils vont devoir repenser ce qu'ils proposent comme projet, comme dessin, comme grand dessin, comme intégration dans ce modèle-là. Enfin, il faut faire rêver un peu les salariés. Je donne un chiffre qui va dans votre sens. 78% des 18-24 ans qui veulent un emploi qui a un sens pour eux. Donc ça, énorme boulot pour les entreprises. L'autre énorme révolution copernicienne pour l'entreprise, c'est que la grande démission, elle s'explique aussi quand on est dans des zones en tension, pénurie de main-d'œuvre, et que ça fait des années qu'on n'a pas articulé la répartition de la valeur ajoutée, enfin qu'elle a toujours bénéficié au capital et beaucoup plus rarement au travail. Ça fait des années qu'on dit aux salariés, quand ça ne va pas, on ne peut pas vous augmenter. Quand ça va mieux, il faut qu'on reconstitue les marges, donc il va falloir attendre. Et là, on arrive à un moment économique où, quand on atteint un taux de chômage qu'on appelle structurel, c'est-à-dire où on arrive à une zone de friction qui fait que les demandes peuvent, les offres peuvent dépasser les demandes, il y a des zones de tension. Et donc, c'est la politique salariale, la politique de rémunération au-delà du salaire de ce que je propose aux salariés que les entreprises vont devoir repenser. Effectivement, c'est intéressant, Laurence Breton-Cuny. On l'a vu avec le secteur CHR, café, hôtellerie-restauration. Il y a finalement eu 16% d'augmentation de salaire proposé. Donc, les marges, elles étaient là. C'est un peu sous la pression de la crise et de l'incapacité ou de la grande difficulté à recruter que finalement certains patrons ont lâché. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est une situation particulière parce que on va dire qu'ils partaient de bas quand même par rapport à d'autres métiers. Mais pourquoi pas plus tôt ? Alors, je suis pas dans le domaine. Après, la problématique que j'entends, c'est toujours cette généralité de penser que toutes les entreprises gagnent de l'argent. Quand vous faites des études, vous avez l'emploi en France, c'est pas les entreprises du CAC 40 ou du SB 120, donc qui elles ont des moyens. Vous avez beaucoup de petites entreprises où le patron se paye en dernier, où il prête attention aussi, et donc on a des différences selon l'entreprise dans laquelle on est. Après, on travaille quand même beaucoup sur le sens. Il y a eu la loi Pacte avec la raison d'être. On essaye de tout mettre en œuvre. En tout cas, nous à la NDRH, on est DRH, donc ça fait aussi partie de notre ADN, parce que c'est beaucoup
beaucoup plus compliqué d'attirer des talents que de garder ces talents. Donc on a tout ce travail à faire. Donc les entreprises travaillent ce qu'on appelle la marque employeur. Oui, mais encore faut-il avoir les moyens. Je veux dire, toutes les entreprises n'ont pas tiré leur épingle du jeu, c'est le cas de le dire, pendant ces 2 dernières années. En revanche, ce qu'il faut toujours pour moi, c'est avoir beaucoup de transparence et parler d'adulte à adulte. On a de la chance quand même en France d'avoir un dialogue social de qualité. En tout cas, c'est le cas chez moi avec mes délégués syndicaux, quelle que soit en fait leur obédience. Et c'est vrai, il faut être transparent pour dire quand ça va pas, et quand ça va, pouvoir faire de partage de la valeur. Ça, on trouve ça, en tout cas, nous, c'est un vrai sujet. Il faut savoir quand même qu'au niveau des DRH, en fin 2021, on avait bien sûr la santé, qualité de vie au travail qui arrivait en premier, mais c'était directement suivi par la responsabilité sociale de l'entreprise, parce que c'est vraiment une chose qui attire beaucoup. À la fois, il y a cette caisse de sens, mais il y a les valeurs. On doit partager les valeurs de l'entreprise dans laquelle on est. Alors, puisqu'on se projette dans le futur de nos organisations du travail, je voudrais qu'on parle de la semaine de 4 jours. Maintenant, c'est le futur et c'est tout à fait actuel. Un premier exemple d'entreprise, une société de vente de matériel informatique dans laquelle Flora Sauvage s'était rendue il y a quelques semaines pour Public Sénat. On regarde un extrait, le patron explique pourquoi il est passé aux 32 heures. Regardez. Les gens font en 4 jours et en 32 heures le travail qu'ils faisaient avant en 35. Voire, je pense même qu'en réalité, ils sont encore plus efficaces que ça. On a gagné en efficacité. Et donc, je leur ai demandé, mais comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes stressé? Et en fait, ça les faisait sourire quand je parlais de tout ça, parce que globalement, c'est non, on se sent bien, on est heureux. Effectivement, on fait le même travail qu'avant, mais on est reposé, c'est plus la même semaine. Pourtant, au départ, certains salariés sont dubitatifs, à l'instar de Jean-Claude, qui a choisi le vendredi comme jour off. J'étais un petit peu sceptique. Je ne savais pas comment j'allais rentrer l'intégralité de mes tâches dans 4 jours. J'avais déjà du mal sur 5. Alors, il a fallu qu'on trouve de nouvelles ressources finalement en nous, optimiser notre temps de travail. Les salariés sont unanimes, au siège comme dans les boutiques de l'entreprise. Donc les pièces sont garanties 2 ans en boutique. S'il y a un souci, vous passez directement vers mes collègues à l'atelier. La semaine aussi passe beaucoup plus vite. Psychologiquement, ça n'a rien à voir. Et même un petit regain, je dirais, de motivation, parce que du coup, ça nous donne envie de s'investir un petit peu plus dans la boutique et dans la société. Un autre exemple, celui de l'entreprise Leboeuf-Fillon PME de plomberie chauffage. On est avec son dirigeant Luc Barillon. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bousculé un peu votre emploi du temps pour être présent dans l'émission. Vous avez repris cette entreprise en 2019 et vous êtes passé à la semaine de 4 jours. Expliquez-nous pourquoi. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, oui, je suis passé à 4 jours. Alors, la genèse de l'histoire, en fait, j'ai repris cette entreprise en octobre 2019. C'est une entreprise avec 13 salariés, une entreprise que je connaissais bien puisque l'ancien gérant était un de mes anciens collaborateurs. Puisque j'ai eu un passé dans un groupe pendant 23 ans. Donc voilà, moi je suis venu avec mes convictions de peut-être un peu de groupe, mais surtout de développer cette entreprise avec des idées fortes pour m'aider à développer sur notamment des process d'achat, des process marketing, de communication. Voilà, et pour ce faire, rapidement, j'avais déjà songé à ça, me retrouver avec des problèmes de main-d'œuvre tout bonnement. Donc pour ce faire, donc, pourquoi la semaine de 4 jours? On rentre dans le dur. Pourquoi la semaine de 4 jours? Expliquez-moi. Parce qu'en fait, c'est toujours cette pénurie de main-d'œuvre. Moi, je suis dans un métier sous tension, difficile, avec notamment dans ma zone de Champs-Élysées, le sud Touraine, une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur d'activité. Donc, rapidement, il fallait que je sois inventif, tant sur le côté social, sociétal, économique, pour développer l'entreprise. Voilà. Donc ça vous a permis de garder vos salariés et même d'en embaucher d'autres, d'une certaine façon? Alors moi, j'ai une entreprise, en octobre 2019, c'était 13 salariés. Aujourd'hui, on est 48 avec 4 points de vente. Ce qui aujourd'hui, d'ailleurs, me permet d'avoir des perspectives de promotion interne. En fait, tout ça, ça fait ricocher, en fait. Donc aujourd'hui, effectivement, sur l'aspect social, bien évidemment, comme l'ont dit les précédents interlocuteurs, il y avait une recherche aujourd'hui d'équilibre vie privée, vie professionnelle qui est intacte. Alors au-delà de ça, j'ai mis en place d'autres éléments pour motiver les recrutements, des plans d'épargne d'entreprise, des intéressements trimestriels, des mutuelles d'entreprise prises en charge. Bref, et puis sur l'aspect économique, on va dire,
dire. Il a fallu travailler la productivité, donc des livraisons directes chez les clients pour les charges lourdes, adapter des outils tels que la téléphonie pour les renvois d'appels, les ventilations de lignes par métier, taper 1, taper 2, enfin bref, les outils informatiques. Oui, c'est passer aux 4 jours, c'est aussi adapter les process dans l'entreprise. Je voudrais savoir comment, est-ce que vous embauchez encore et comment vous faites? Est-ce que vous passez par, je sais pas, Pôle emploi ou des agences d'intérim ou autres? Ouais, alors non. Aujourd'hui, le recrutement, en fait, il se fait par mes équipes eux-mêmes, en fait. Bon, Pôle emploi, j'ai abandonné le sujet. Non, le vrai propulseur du recrutement, c'était la semaine en 4 jours, ça c'est évident. Voilà. Merci beaucoup, merci de ce témoignage. Merci encore une fois d'avoir adapté votre emploi du temps pour être présent dans l'émission. Et la semaine de 4 jours, alors là, on a eu 2 exemples de PME, mais alors il y a aussi le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui en parlait dans les Échos il y a quelques jours, je le cite. Je me demande s'il ne faudrait pas libérer une demi-journée, voire une journée entière pour permettre aux salariés de s'occuper de leurs tâches personnelles pour que le reste de la semaine soit dédié à leur mission professionnelle. Aurélie Jantet, si Total passe à la semaine de 4 jours, là on est dans un Total Energy, on est dans un symbole qui est quand même très fort, quoi. Ouais. C'est l'une des entreprises France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, la semaine de la réduction du temps de travail à 32 heures, ce qui est autre chose que ce qui a été appliqué là. Mais bien sûr, c'est un projet de société, en fait, effectivement, de retrouver du temps pour soi, de retrouver du temps pour ses voisins, pour s'occuper de ses parents, de ses enfants, etc. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une urgence de repenser quand même la place du travail, la fonction du travail, mais aussi sa place aussi parmi les autres sphères d'investissement qui sont aussi extrêmement importants et qui sont producteurs de valeur. C'est-à-dire que travailler que 4 jours, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne produit rien les autres jours. Donc je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important et que c'est aussi une question aussi de santé, de prévention, d'attention, de care, de soins à soi, aux autres. Et que je pense qu'il y a vraiment une urgence. Aussi, on peut rajouter sur le plan écologique, parce que je pense qu'effectivement, prendre soin aussi de sa maison, de cuisiner un petit peu, pas acheter que du tout fait, emballé, etc. Enfin, je veux dire, c'est aussi toutes les habitudes de consommation, des habitudes, un rapport aussi à son environnement. Donc oui, bien sûr, c'est intéressant. Oui. La semaine de 4 jours, Cécile Cukierman, il faut laisser les entreprises la mettre en place quand elles sont prêtes ou alors refaire le coup des 35 heures? Bon, moi, vous savez, je pense d'abord que nous avons une société qui est en profonde mutation et sans du tout plagier Jérôme Fourquet ou d'autres qui le diraient bien mieux, et nous l'avons auditionné dans le cadre de la délégation aussi à la prospective, qui est présidée par mon collègue Mathieu Darnaud, mais je crois que la délégation à la prospective, justement, son rôle, ici au Sénat, c'est de nous sortir... Vous répondez pas à ma question. Mais je vais y répondre. C'est de nous sortir de « je fais la loi tout de suite maintenant » et de se projeter. Parce que, en fait, la question, elle n'est pas la semaine de 4 jours ou la semaine de 5 jours. Non, la question, c'est est-ce qu'il faut une loi nationale qui l'impose partout ou est-ce qu'il faut donner de la souplesse? Mais pour l'instant... c'est comment est-ce que l'on redéfinit le sens du travail. Et moi, je pense qu'il faut réduire le temps de travail parce que nous en avons la capacité, les moyens et les richesses dans notre pays. Mais pourquoi une semaine de 4 jours? On peut faire 32 heures, par exemple, en travaillant moins tard le soir. Donc, la question, c'est... Non, mais donc, vous voyez, c'est pas simplement imposer... Oui, c'est une souplesse. C'est une souplesse. Et moi, je suis plus pour qu'on abaisse le nombre d'heures du temps de travail en redistribuant, y compris un certain nombre de richesses, etc., on n'aurait pas le temps de le développer ici, plutôt que d'être sur 4 jours ou 5 jours. Voilà, je pense que la loi, elle doit être celle-ci, et l'application doit être en lien, justement, en redonnant du sens au travail et au projet dans l'entreprise, la place des salariés et des différents acteurs de l'entreprise, parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on sortira de la situation dans laquelle nous sommes, où quand même, on a, je le redis, une vraie difficulté sur pourquoi est-ce que nous travaillons. Merci beaucoup, on termine là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici et en visioconférence. Aurélie Jantet, je rappelle le titre de votre livre « Les émotions au travail », publié aux éditions du CNRS. Je vous donne rendez-vous évidemment demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis ne ratez pas sur Public Sénat dans la matinale, l'invité politique demain, ce sera Hervé Morin, le président centriste de la région Normandie. Il soutient Valérie Pécresse. Belle soirée à toutes et à tous.